La force est illustrée par une jeune femme souriante et détendue, qui ouvre sans faire d'effort apparent la gueule d'un lion. Sur cette lame du tarot, elle surplombe la force matérielle du lion, un surplomb apprécié des alchimistes qui transforment leur plomb en or, rayonnant comme cette jeune femme. À ce stade du tarot, nous sommes à mi-chemin du deuxième septénaire des lames majeures, et nous ne sommes plus dans l'évocation d'une force théorique, mais dans l'exercice en soi-même de cette force et des lois mathématiques qui la sous-tendent. Et quand elle s'exerce pleinement, elle devient toute puissante, d'une énergie nouvelle, tout en éclairant les jeux de force de la matière et les lois mathématiques qui régissent la matière et l'esprit. Cette force se révèle donc chez les êtres déjà en action et parvenus à cette 11e lame, les chevalières et chevaliers de l'esprit déjà en quête d'une grande force qui dépasse la force matérielle et s'exerce en eux-mêmes en toute puissance, passant ainsi de la force ordinaire, puissance 1, du lion, à la force extraordinaire, puissance 2, de la jeune femme. Les mots manquent pour décrire ces jeux de force qui s'exercent en nous-mêmes comme des entités douées de sagesse, conformément aux lois physiques et mathématiques qui régissent la matière et l'esprit et qui sont la sagesse même en action. Pour trouver ces mots, il ne faut pas se fier aux apparences et à l'image figée de cette jeune femme, mais l'imaginer en mouvement, tendre les bras et trouver la force nécessaire pour ouvrir la gueule du lion, quitte à contredire la raison raisonnante selon laquelle il n'est pas logique qu'une frêle jeune femme puisse saisir la gueule du lion et l'ouvrir sans effort en souriant. Elle y parvient cependant, car elle ne veut pas être plus forte que le lion, mais être forte au maximum de ses capacités profondes, qui sont immenses en réalité. Et elle illustre par sa fragilité apparente un principe étonnant d'action des forces dans la nature, loin des grandes démonstrations de force, et pourtant d'une redoutable efficacité. La nature agit toujours par les voies les plus courtes et les plus simples. Ce principe de moindre action, énoncé par Pierre de Fermat au XVIIe siècle, se vérifie encore au XXIe siècle dans tous les domaines de la physique, notamment dans l'optique, pour expliquer le trajet de la lumière, en mécanique et en électromagnétisme, dans la théorie de la relativité générale et la théorie quantique des champs. La nature nous montre ainsi la voie pour être fort en nous-mêmes et atteindre une puissance insoupçonnée en nous conformant à ce principe d'une grande simplicité. Être fort au maximum de nos capacités en dépensant le minimum d'énergie. Autrement dit, elle est à l'œuvre chez les êtres pour lesquels ne comptent pas les apparences et le maquillage de la réalité par la pensée et la parole, et qui s'applique au contraire à mettre à nu et faire tourner le moteur profond de leur propre vie et retrouver les forces élémentaires actives du corps et de l'esprit. Ces forces élémentaires sont présentes dans l'univers depuis son commencement, depuis ses premiers tourbillons de matière où la force centrifuge projette la matière à l'extérieur du tourbillon en ligne droite et la force centripète la recentre à l'intérieur. Ces deux forces forment des cercles de matière en rotation et sont partout où circule l'énergie, qu'elle soit de nature matérielle ou spirituelle, et s'exercent aussi bien sur le corps physique que sur les pensées métaphysiques des chevalières et chevaliers de l'esprit qui les ont intériorisées. Ces forces centrifuges et centripètes
sont devenus deux manifestations de l'amour de soi des êtres qui se sentent à la fois uniques et multiples, qui aspirent à demeurer eux-mêmes en suivant la force centripète et en se préservant de tout changement, et qui aspirent en même temps à se laisser emporter par la force centrifuge pour se relier à la multitude, qui forme un tout au-delà d'eux-mêmes. Autrement dit, l'être pensant est addict à ces deux forces, celle qui attire ses pensées comme un aimant au centre de son propre cercle, et celle qui les projette au-delà, et ses pensées tracent quantité de figures où alternent les courbes et les droites. Figurées dès la première lame du tarot par la baguette et la pièce tenue par le battleur. Les deux clés de ces tours de magie et de ses propres transformations. Ces deux forces sont aussi les clés de la force représentée près du tombeau de François II et de Marguerite de Foix dans la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Nantes. Une jeune femme maintenant de la main droite le cou d'un dragon et de la main gauche une tour d'où le dragon s'échappe par une fissure dans le mur. Son casque et son armure sont couverts de cercles et lui donnent un équilibre et une stabilité à toute épreuve qui force le respect. La tour figure une superposition de cercles en rotation, tracés de l'intérieur dans le noir de la subconscience de la jeune femme par son propre dragon intérieur, sous l'effet de la force centripète, et dont il s'éjecte sous l'effet de la force centrifuge, d'abord en ligne droite, puis en ondulant pour reformer d'autres courbes et d'autres cercles encore invisibles. Mais ici, dès qu'il s'éjecte, il est saisi par la force qui garde la main sur lui et le force à former des boucles tournant sur elles-mêmes, cette fois-ci dans la pleine lumière de sa conscience. Et la force y réussit, car les cercles qui la recouvrent sont semblables aux rosaces des cathédrales, à la beauté circulaire rayonnante, immobile et comme en mouvement, tellement elles ondulent et rayonnent. C'est le couronnement des deux forces naturelles subconscientes, centripète et centrifuge, par une troisième force surnaturelle, consciente, à la fois dépendante des deux premières pour lui permettre d'apparaître en pleine lumière, et totalement indépendante d'elle et s'exerçant non plus en force, mais en puissance. Cette puissance invisible, mais omniprésente dans la nature et le cosmos, est tapie dans l'ombre de l'être spirituel, comme le dragon dans sa tour, et se révèle en cette 11e lame du tarot au battleur qui a parcouru la moitié des 22 étapes de son cheminement intérieur. C'est le moment de passer du tracé des cercles plats en 2 dimensions au volume en 3 dimensions. Et ces volumes surgissent en beauté dans la conscience sous la forme de cette jeune femme à la fois rationnelle et sensuelle, aux rondeurs soulignées avec grâce par des rosaces. Lors de ce changement de dimension, la vie spirituelle devient sacrée définitivement. Cet instant fondateur des édifices sacrés est gravé dans la pierre sur le sol des cathédrales par les architectes et les compagnons bâtisseurs, car non seulement ces tracés sont les plans de la cathédrale de pierre matérielle, mais ils figurent aussi ce moment où l'esprit apparaît en puissance pour élever l'être spirituel comme une cathédrale, dirigeant désormais avec autorité et fermeté les énergies qui le parcourent. Ces architectes et ses compagnons pratiquaient ainsi l'art du trait, à la fois pour figurer l'action des forces dans la nature et se préparer à intégrer en eux-mêmes l'action de ces forces et canaliser leur énergie. Ils pouvaient même préfigurer leur
propre transformation spirituelle intérieure, en visualisant les structures géométriques qui les symbolisent. En particulier le passage du cercle en 2 dimensions à la sphère en 3 dimensions. Et les tracés dans la sphère des 5 solides de Platon. C'est en marchant, notamment en effectuant leur tour de France, qu'ils visualisaient mentalement ces tracés et en intégraient les vertus. Car un tracé à la règle et au compas est un sillon canalisant les pensées et les énergies qui le parcourent et cristallisant leurs vertus. Leur tracé parsemait ainsi leur mémoire des principes actifs de ces cristaux pleins de vertus intellectuelles et morales, et les transformait en êtres responsables, se dotant par soi-même d'une vie spirituelle autonome. Le grand initié Henri Vincenot raconte cette aventure spirituelle intérieure dans son livre Les étoiles de Compostelle, en commençant par le tracé du pentagramme dans lequel s'inscrit l'étoile flamboyante des compagnons et son nombre d'or. Un maître du trait, maître Galop, dit ainsi à son héros géant, je cite, « C'est la divine proportion qui commande toute la construction de nos édifices. Souviens-toi bien de cela, lapin. Voilà pourquoi je t'ai chanté l'autre jour. 5 engendrent le nombre d'or, il ouvre la divine proportion. Et bien mieux, si le pentagramme équilatère contient le nombre d'or, et réciproquement, il est aussi engendré par lui. » Et il reconstruisit un triangle d'or AOC, traça en pointillé la médiane de l'angle haut, construisit sa perpendiculaire EF, plaça la pointe de son compas en E et traça l'arc FG. Piquant ensuite la pointe de son compas en F, il traça l'arc EH et s'écria comme s'il avait vaincu Lucifer en personne, « Et je dis que GEFH donne les 3 côtés du pentagramme. » Et c'est un jeu de construire ensuite le point I. Un lapin de 18 ans doit comprendre cela. Géant béait d'étonnement devant l'aisance de la démonstration. Il eût voulu qu'il continuât indéfiniment, car cela lui donnait le vertige. Le grand galop s'élevait, comme d'un coup d'aile, et baignant dans une sorte d'aura, d'une voix que Géant ne lui avait jamais entendue, disait « Notre nombre d'or est privilégié et prééminent, autant que dire se peut, en raison de son pouvoir infini. De même que la sublime proportion qu'il te faut bien caser dans le bon coin de ta cervelle, parce qu'en vérité un très grand nombre de choses dignes d'admiration au plus haut point, tant en philosophie qu'en toute autre science, ne pourra jamais sans eux parvenir à la lumière, ce don leur est certainement concédé par la nature immuable des principes supérieurs, parce qu'elle les accorde entre eux en une irrationnelle symphonie. » Fin de citation. La première des symphonies est écrite en eux-mêmes par les hommes et les femmes devenus responsables de leur existence à force d'activer les pensées de leurs 2 cerveaux et leurs fonctions spécifiques, jusqu'à cristalliser leurs pensées par des tracés à la règle et au compas, comme les architectes et les compagnons. Le cerveau gauche est dévolu à la logique, au calcul, au langage, à l'écriture, à la rationalité, au système binaire, et le cerveau droit est dévolu à l'intuition, à la créativité, à l'imagination, dans l'esprit du yiking chinois. À gauche, le système binaire, à droite, l'esprit du yiking. Le système binaire inventé par Leibniz au XVIIe siècle traduit tous les nombres et toutes les informations par des séries de 0 et de 1 qui sont toujours les briques du langage informatique d'aujourd'hui. Le yiking chinois, le livre des mutations,
fut inventé par l'empereur Fu Yi, environ 3000 ans avant notre ère, et bien que binaire lui aussi, est plutôt une philosophie de la dualité. La pensée binaire a conduit Leibniz à élaborer une machine à calculer et voir un monde mécaniquement déterminé et rigoureusement conditionné par des séries de causes et de conséquences. Mais il dit aussi qu'on ne peut comprendre tout ce qui existe qu'en prenant en compte une harmonie préétablie, préexistant à tout ce qui existe. La pensée duelle des 64 hexagrammes du Yi-King établit avant tout des correspondances entre les lois naturelles et la vie de l'homme, son destin étant prédéterminé par les lois universelles, tout en lui laissant la liberté de choix de se libérer ou non de la chaîne des causes. En somme, l'homme est prédestiné, s'il s'en donne les moyens, à vivre en totale harmonie en soi-même et avec son environnement, en vertu de l'harmonie préétablie de Leibniz et des mutations du Yi-King à opérer par soi-même pour se parfaire. C'est cet esprit de perfectionnement qui active désormais en puissance les pensées parcourant les cerveaux droit et gauche, qui tracent une multitude de cercles en suivant le sens des forces centripètes et centrifuges. Mais à présent, les pensées sont renouvelées et revivifiées par la baguette du battleur qui l'agite avec énergie pour démultiplier les cercles et les tangentes passant d'un cercle à l'autre. Comme un scientifique dans son laboratoire se sert d'agitateur pour créer des émulsions et rendre ces mélanges homogènes. Les agitateurs des scientifiques sont aussi rotatifs, secoueurs, chauffants, magnétiques et reproduisent l'action du cerveau sur les pensées. Et par ailleurs, les pensées circulaires sont soumises à la force centripète et les cercles tendent à se renforcer en s'absorbant les uns les autres pour diminuer la tension globale exercée à leur surface et gagner un surcroît d'énergie. C'est ainsi que les êtres pensants sont des agitateurs en puissance qui génèrent non seulement des bouillonnements d'idées en eux-mêmes, mais déclenchent aussi des réactions physico-chimiques en chaîne qui démultiplient leur énergie. Connaître, c'est renaître ainsi en agitateur et en régulateur, en passeur et en gardien de toute connaissance, qu'elle soit traditionnelle ou scientifique, jusqu'à reconnaître dans les lois mathématiques la trace écrite des pensées en action. Les formules mathématiques, dit le physicien allemand Heinrich Hertz, ont une existence indépendante et une intelligence propre. Elles ont plus de sagesse que nous, plus de sagesse même que ceux qui les ont découverts. Les grands mathématiciens sont les passeurs de cette sagesse, à l'instar de Pythagore et de son théorème calculant l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côté ABC. A égale racine de B au carré plus C au carré. Et de Pierre de Fermat et de son théorème A puissance n égale B puissance n plus C puissance n, où la puissance n des nombres A, B et C n'admet comme valeur entière que les nombres 1 et 2. Leur théorème détermine les trajectoires des pensées attirées par le milieu du cerveau et qui prennent pour le rejoindre les tangentes de leur cercle en rotation dans les deux cerveaux gauche et droit. Les pensées centrifuges et centripètes qui s'exercent sur elles tracent ainsi des triangles rectangles qui s'accroissent à mesure que les forces centripètes
tendent vers les centres des deux cercles, et ces triangles rectangles semblent s'animer et battre comme des ailes de papillon dans le lemniscat de Bernoulli tracé par les allers-retours des pensées. Et surtout, ces mouvements confèrent de l'harmonie et de la joie à l'être pensant, la plénitude d'un esprit rayonnant en soi-même, exprimé par le blason de Dürer et son home en particulier. L'esprit a d'autant plus raison de se réjouir que, d'après le théorème de Fermat, le passage à la puissance 2 des nombres est le seul à exprimer ce changement de dimension exaltant. Aussi incroyable que cela puisse paraître, seule la puissance 2, et non des puissances supérieures à 2, comme on pourrait le supposer, exprime ce basculement de l'être spirituel dans une autre dimension. Le passage sacré de la vie temporelle à la survie intemporelle. Ainsi, les anciens Égyptiens, qui transmirent à Pythagore son théorème, ont pris comme unité de mesure le nombre d'or à la puissance 2, phi puissance 2, pour construire la chambre du roi de la grande pyramide. Voilà l'unité de mesure de la grande porte à ouvrir pour passer au-delà de soi-même, pour vivre pleinement sa vie matérielle et spirituelle, dès à présent en puissance et sans attendre un au-delà post-mortem promis par les religieux monothéistes. Il appartient juste aux hommes et aux femmes qui le désirent de suivre leur étoile et de perfectionner leur tracé comme géants sous les étoiles de Compostelle. Et après le tracé du pentagramme et de son étoile flamboyante, de graver en soi-même les 5 cristaux les plus précieux que sont les 5 solides de Platon, le cube, le tétraèdre, le dodécaèdre, l'icosaèdre et l'octaèdre. Au XVIe siècle, dans son Mysterium Cosmographicum, l'astronome allemand Johannes Kepler les a emboîtés les uns dans les autres, le cube à l'extérieur et l'octaèdre à l'intérieur, avec le soleil au centre. Chacun de ces cristaux a sa longueur d'onde, comme tous les cristaux dans la nature, et les graver en soi-même, c'est vibrer de leurs ondes lumineuses de sagesse. Le cube symbolise la terre et la pierre fondatrice de l'édifice intérieur, comme un cristal de sel au milieu du cerveau, médiateur entre les cerveaux gauche et droit et la clé de leur rapport harmonieux. La pyramide du tétraèdre est le symbole du feu de l'Athanor, où s'opèrent les métamorphoses de l'être spirituel, et du feu qui fait tourner l'essieu de la roue de fortune du tarot. Le dodécaèdre confère un sentiment d'unité et de plénitude, la compassion de l'être juste, unissant son cœur à la sagesse du juste et l'amour de la justice. C'est aussi le moment pour l'être éclairé, de retourner vers ses frères et sœurs, en humanité, pour leur transmettre la lumière et la paix de l'âme, dont il est désormais gardien et passeur. L'icosaèdre, symbole d'eau et de purification, oriente résolument le regard de l'être éclairé vers toute connaissance ouvrant l'œil de l'âme avec l'intelligence du cœur. L'octaèdre, symbole de l'air, amplifie les énergies de la nature. Du fait de sa double fonction d'émetteur-récepteur et de sa structure en double pyramide symbolisant le ciel et la terre, les plans physiques et spirituels. C'est l'avènement en soi de la nature, de la conscience de tout ce qui existe et de tout ce qui le fait exister, l'avènement des forces de la nature et du cosmos qui illumine l'être comme un soleil en son cœur
et le propulse à travers son propre centre pour aller au-delà de soi. Le rhombicuboctaèdre, contemplé par Luca Pacioli, est le cristal de ce passage ultime en soi-même, le portail de cet au-delà réfléchissant sa lumière sans éblouir. Jacopo de Barbari, qui se tient derrière lui, est le grand témoin de ce regard contemplateur, découvrant son propre au-delà en gardant un air réfléchi. Il plonge dans l'eau de ce cristal et s'élève dans son air purifié, tout en gardant les deux mains sur sa table de travail pour tracer le plan de vol de son voyage, décoller et s'envoler vers cet au-delà qui l'attire comme un aimant. C'est la force attractive du cosmos qui exerce là son action sur un être spirituel enfin libéré de sa gangue et se laisse attirer et emporter par une autre dimension qui se présente à lui comme un géant bienveillant, invisible et pourtant très présent, qui à la fois le reconnaît comme un être unique et l'enveloppe comme un tout, d'une totalité d'ombre gorgée de lumière. À bien y regarder, deux formes se dessinent dans le rhombicuboctaèdre, qui rappellent le kébit et le kat, deux des 9 constituants de l'être spirituel égyptien, sa centrale d'énergie électromagnétique. Le kébit est le courant électrique enveloppé par le kat, son rayonnement magnétique. L'un et l'autre se régénérant mutuellement et formant ensemble le corps éthérique astral de l'être. Décrit comme un double subtil du corps en Occident, son aura de son vivant et son fantôme dans la mort. Ce cocon est aussi une gaine de joie intérieure très profonde, celle de l'être lorsqu'il s'éveille d'un profond sommeil réparateur ou quand il médite, ou celle du scribe souriant, stimulant avec légèreté son inspiration et l'ouverture de son cœur et de son esprit. En cet instant précieux où le kébit et le kat se conjuguent et diffusent leurs énergies, l'être spirituel rayonne et s'éclaire intérieurement autant qu'il développe autour de son corps physique un halo de lumière, son aura. L'art du trait mental lui fait prendre la mesure de sa vie et de sa survie au-delà. Et c'est en toute conscience qu'il choisit à présent ses pensées et leurs tracés, et plus globalement qu'il se trace une destinée et embrasse son destin. Dans la mythologie égyptienne, c'est le temps du commandement en soi-même de Thoth-Hermès à l'œil d'Horus qui voit tout, révélé dans le livre 4 d'Hermès Trismégiste. Je cite, « Que l'œil incorporel sorte du corps pour contempler le beau, qu'il s'élève et contemple non la figure, non le corps, non l'apparence, mais ce qui peut tout, ce qui est calme, tranquille, solide, immuable, ce qui est tout, seul et unique, ce qui est par soi-même et en soi-même, semblable à soi-même et non différent. » Avant de fermer cette vidéo, pensez à rejoindre notre association L'Âme des Étoiles à cette adresse. Et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube.